Tuer Stéphanie était peut-être plus votre idée que la sienne. Ai-je raison? D'accord. Pour le chef d'accusation 3, la sollicitation pour commettre un meurtre, vous avez été déclaré coupable par un jury. Pour ce chef d'accusation, vous êtes jugé coupable et vous serez condamné à une peine consécutive de 30 ans au département des corrections. Certains tueurs ne montrent aucun remords, mais ces femmes, leur réaction de sang-froid au tribunal, vous laisseront sans voix. D'une fan obsessionnelle de tueurs en série à une écrivaine de true crime qui a filmé son propre meurtre, leurs crimes glaçants prouvent que le mal n'a pas de limite. Et une femme pensait qu'elle était intouchable. Commençons. Une femme obsédée par les tueurs en série qui a poignardé à mort son petit ami par intermittence a été condamnée à perpétuité avec au moins 23 ans de prison. Shade Grove, condamnée à la Crown Court de Winchester pour le meurtre de Frankie Fitzgerald, âgé de 25 ans. Dans la chambre faiblement éclairée de la femme obsédée par les tueurs en série, une fantaisie tordue est devenue une réalité horrifiante. Shay Groves, une femme de 27 ans originaire du Hampshire, s'entourait de livres sur le crime, d'armes et de portraits glaçants de meurtriers célèbres. Pour les autres, son obsession n'était rien de plus qu'une fascination sombre. Mais à l'été 2022, l'obsession est devenue mortelle lorsqu'elle a brutalement assassiné son petit ami, Frankie Fitzgerald. Frankie Fitzgerald pensait vivre une romance passionnée, mais en réalité, il était dans une relation dangereuse et toxique avec une femme vivant dans un monde de fantaisie. Shay, alimenté par la jalousie, la manipulation et un sens tordu du contrôle, a transformé leur maison en scène de crime. Aux premières heures du 17 juillet 2022, alors que Frankie Fitzgerald dormait dans son lit, elle a utilisé un poignard pour lui trancher la gorge, puis elle l'a poignardé 17 fois. La nuit du meurtre, une dispute a dégénéré en bain de sang. Shay était convaincue que Frankie la trompait. Elle est entrée dans une rage jalouse. Mais ce n'était pas juste un accès de passion. C'était prémédité. Avec un poignard inspiré de ses histoires criminelles préférées, elle a poignardé Frankie 17 fois, le laissant se vider de son sang sur leur lit. Et alors qu'il rendait son dernier souffle, elle a allumé une cigarette et a regardé calmement. L'horreur ne s'est pas arrêtée là. Au lieu d'appeler à l'aide, Shay a dissimulé son crime. Elle a envoyé un message à son ami, se vantant du meurtre comme s'il s'agissait d'une scène de film d'horreur. Elle a même essayé de mettre en scène la scène du crime, faisant croire que Frankie l'avait attaqué en premier. Mais la vérité était indéniable. Le sang imbibait le lit, l'arme du crime était toujours chez elle, et ses propres messages trahissaient son esprit tordu. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé une femme étrangement calme, comme si elle venait de réaliser un fantasme macabre. Pendant le procès, les procureurs ont dressé un tableau glaçant d'une femme qui brouillait les frontières entre la fiction et la réalité. Shay avait idolâtré des tueurs en série réels, étudié leurs méthodes, et était finalement devenue l'une d'eux. Elle a tenté de jouer la victime, prétendant la légitime défense, mais les preuves étaient accablantes contre elle. Le jury a vu à travers ses mensonges, et elle a été condamnée à la prison à vie, avec un minimum de 23 ans derrière les barreaux. Lorsque le verdict a été prononcé, le comportement froid de Shade s'est finalement fissuré. La femme qui se vantait autrefois de son crime était maintenant assise sous le choc. Il n'y avait pas d'issue, plus de manipulation à jouer. Pour la famille de Frankie, la condamnation était douce amère. La justice avait été rendue, mais rien ne pouvait le ramener. Ils avaient perdu un fils, un frère, un ami, à cause d'une femme qui avait transformé son obsession en réalité. Shay Rose se délectait de ses sombres fantasmes, mais notre prochain meurtrier a adopté une approche différente, contrôlant les autres pour faire le sale boulot à sa place. C'est un crime choqué, la ville. Une fille de 14 ans poignardée à mort devant chez elle par 2 adolescents, impliqués dans un complot malsain. En hiver 2008, Toronto, au Canada, était recouverte de neige alors que les familles célébraient la nouvelle année. Mais pour une famille, la nuit se terminerait dans l'horreur. À seulement 14 ans, Stéphanie Rangel avait toute sa vie devant elle. Une adolescente brillante et gentille, avec des rêves de devenir policière. Mais en sortant de chez elle ce soir-là, elle n'avait aucune idée qu'elle était attirée dans un piège mortel. Son meurtrier n'était pas un étranger et la personne qui a orchestré tout cela. Elle n'a même pas levé le petit doigt. Melissa Todorovic n'avait que 15 ans, mais elle était déjà dangereuse. Pas de la manière dont la plupart des gens imaginent les tueurs. Il n'y avait ni armes, ni violence physique. À la place, elle utilisait quelque chose de bien plus insidieux. Manipulation. Elle avait un besoin obsessionnel de contrôle, surtout sur son petit ami, David Bagshaw. Mais il y avait une chose qui se dressait sur son chemin, Stéphanie Rangel.
Melissa Todorovic, âgée de 15 ans, harcelait son petit ami de 17 ans, David Bagshaw, pendant des mois avec un ultimatum diabolique. Pas de sexe, tant que la fille qu'elle considérait comme une rivale n'était pas morte. Melissa détestait Stéphanie, non pas parce qu'elles étaient rivales, mais parce que Stéphanie avait brièvement parlé à David des années auparavant. C'était suffisant. Dans l'esprit de Melissa, Stéphanie devait être effacée. Pendant des mois, Melissa a empoisonné les pensées de David, exigeant qu'il prouve son amour en tuant Stéphanie. S'il hésitait, elle le traitait de faible. Elle menaçait de le quitter. Elle lui disait qu'il ne valait rien. Au début, David résistait. Il savait que le meurtre était mal, mais Melissa ne lâchait jamais prise. Elle lui envoyait des textos, des messages, le pressait sans relâche. Jusqu'à ce qu'enfin, il cède. Jour de l'an, 2008. Stéphanie Rangel a reçu un message. David était dehors. Il voulait parler. Il faisait froid, mais Stéphanie n'a pas hésité. Elle connaissait David. Il n'était pas un étranger. Elle est sortie. David l'a éloignée de la maison, dans une rue tranquille. Puis, soudainement, il a attaqué. Il l'a poignardée 6 fois, puis s'est enfui. Mais Stéphanie n'est pas morte tout de suite. Même après l'attaque brutale, elle a essayé de ramper jusqu'à chez elle. Elle n'y est jamais arrivée. Alors qu'elle agonisait dans la neige, David a envoyé un dernier message. Il a dit à Melissa que c'était fait. Sa réponse ? Elle a souri. Melissa pensait qu'elle était intouchable. Elle n'avait pas tenu le couteau. Alors comment pouvait-elle être coupable ? Tuer Stéphanie. Cela aurait pu être plus votre idée que la sienne. Ai-je raison ? Mais les enquêteurs ont découvert une piste numérique glaçante. Ces messages à David ne laissaient aucun doute. Ce n'était pas un acte de violence aléatoire. C'était un meurtre prémédité orchestré par une adolescente. Lors de son procès, les procureurs ont révélé Melissa pour ce qu'elle était. Une manipulatrice experte qui a transformé une rancune mesquine en meurtre. Le jury a vu à travers ses mensonges. Et en 2009, Melissa Todorovic a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans. Todorovic a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné adulte à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle en 7 ans. Bagshaw a plaidé coupable de meurtre au premier degré et purge une peine de réclusion à perpétuité adulte sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. La mère de Stéphanie a sangloté en décrivant la douleur inimaginable de perdre sa fille dans un acte de violence aussi insensé. Et Melissa, elle a à peine réagi. Même en prison, sa réputation restait glaçante. Elle n'était pas juste une meurtrière. Elle était une manipulatrice. Une adolescente qui jouait les marionnettistes et faisait faire le sale boulot par quelqu'un d'autre. Et une fille innocente en a payé le prix. Melissa Todorovic a utilisé la manipulation pour orchestrer un meurtre. Notre prochain cas se concentre sur une femme froide et calculatrice qui n'a pas seulement participé à un crime. Elle a orchestré un assassinat. Donna Scrivo, âgée de 61 ans, s'apparaissant fatiguée et usée. L'ancienne infirmière, le dernier témoin, accusé dans le meurtre et le démembrement à Sainte, Claire Shores assassine et démembre son fils, Ramsey. Scrivo a affirmé qu'un homme masqué avait tué son fils et menacé de mort elle et sa famille si elle en parlait à quiconque. En janvier 2014, une série de sacs poubelles noirs ont été découverts éparpillés le long d'une autoroute du Michigan. À l'intérieur, des parties de corps. Les autorités ont rapidement identifié la victime comme étant Ramsey Scrivo, âgé de 32 ans. Un homme dont la vie s'est terminée dans une brutalité inimaginable. Mais le plus horrifiant, c'est que la personne responsable était sa propre mère. Donna Scrivo, une ancienne infirmière, avait toujours été vue comme une mère dévouée. Mais derrière les portes closes, les choses étaient loin d'être normales. Ramsey avait des problèmes de santé mentale, et Donna avait même demandé à devenir sa tutrice légale. Mais ce qui semblait être une mère essayant d'aider son fils a pris une tournure sombre et tordue. Le 27 janvier 2014, Donna a signalé la disparition de Ramsey. Mais quelques jours plus tard, ses restes démembrés ont été retrouvés entassés dans des sacs poubelles, jetés négligemment le long de la route. La police a immédiatement suspecté un acte criminel, et toutes les preuves pointaient vers Donna. Oui, nous allons publier une photo d'une personne d'intérêt que nous espérons que les citoyens pourront nous aider à identifier, ainsi qu'un véhicule que nous aimerions également relier. Les enquêteurs ont fouillé la maison de Donna, découvrant une scène de crime macabre. Ils ont trouvé des taches de sang, une tronçonneuse et des produits de nettoyage. Tous des indices clairs d'un meurtre brutal et d'une dissimulation. Le médecin légiste a confirmé que Ramsey avait été drogué et étranglé avant que son corps ne soit démembré. Donna avait ensuite placé ses restes dans des sacs, conduits autour, et les avait jetés comme des ordures. Les images de sécurité montraient Donna achetant une scie à main et des produits de nettoyage juste un jour avant que Ramsey ne soit tué. La preuve que c'était prémédité. Elle a été arrêtée sur le champ.
Donna Scrivo a tout nié, affirmant qu'un intrus masqué avait tué son fils et l'avait forcé à se débarrasser du corps. Mais les preuves étaient accablantes. Les procureurs disent qu'elle a drogué et étranglé son propre enfant, l'a découpé avec une scie électrique et a jeté ses restes. Les preuves ne jouaient pas en sa faveur. La vidéo de sécurité la montre en train d'acheter la scie utilisée pour tuer son fils. Après un court procès, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de démembrement et de falsification de preuves. Le juge lui a infligé une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'elle ne serait jamais libérée. Au tribunal, Donna est restée impassible, même lorsque le jury l'a condamnée pour le meurtre de son propre enfant. Les amis et la famille de Ramsey étaient dévastés, incapables de comprendre pourquoi une mère commettrait un acte aussi horrible. Certains croyaient que la nature contrôlante de Donna et son état d'esprit instable l'avaient poussée à éliminer la personne même qu'elle prétendait chérir. Une chose était certaine, son crime froid et calculé faisait d'elle l'une des tueuses les plus troublantes de l'histoire récente. Notre prochain cas est celui de Catherine McManua, une femme de Floride qui était la pièce maîtresse d'un complot meurtrier à gages. Sa réaction à sa condamnation à perpétuité vous laissera sans voix. Un nouveau rebondissement dans le complot meurtrier à gages. La police en Floride a arrêté une mère célibataire l'accusant d'avoir organisé le meurtre d'un professeur de droit éminent de l'État de Floride. Le 18 juillet 2014, Daniel Markel, un professeur de droit éminent de la FSU, rentrait dans son allée à Tallahassee, en Floride, lorsqu'un tireur l'a attaqué en plein jour. 2 coups de feu ont été tirés à bout portant, de manière exécutive. Markel n'a jamais eu une chance, mais ce n'était pas un meurtre aléatoire. C'était un complot de meurtre à gages orchestré par quelqu'un d'étonnamment proche de la famille. Au centre de tout cela, Catherine McManua. Catherine avait autrefois fréquenté Charlie Adelson, l'ancien beau-frère de Daniel Markel. Après que la sœur de Charlie, Wendy, ait divorcé de Markel, la famille aurait voulu l'éliminer définitivement. C'est alors que Charlie s'est tourné vers Catherine, qui avait des connexions dangereuses. Elle l'a présenté à 2 tueurs à gages, Sigfrido Garcia et Luis Rivera, et ensemble, ils ont mis leur plan mortel en action. Pour un paiement de $100 000, Daniel Markel était aussi bon que mort. La vitre côté conducteur était complètement brisée et il avait du sang partout sur la tête. L'enquête a duré des années, mais lorsque les pièces se sont enfin assemblées, la vérité était glaçante. Des images de surveillance montraient une Toyota Prius rôdant autour de la maison de Markel. Les relevés téléphoniques liaient Catherine à la fois au tueur et à Charlie Adelson. Une conversation enregistrée secrètement où Charlie et Catherine discutaient de détails codés d'un meurtre, riant, comme si la vie d'un homme n'avait pas été prise. Les preuves étaient irréfutables. En 2022, Catherine McManua a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de sollicitation de meurtre. Elle avait mis le plan en action. Elle avait encaissé le paiement. Elle était responsable ceux qui ont appuyé sur la gâchette. Sur le chef d'accusation 3, la sollicitation pour commettre un meurtre, vous avez été reconnu coupable par un jury. Pour ce chef d'accusation, vous êtes déclaré coupable et vous serez condamné à une peine consécutive de 30 ans. Dans le département des corrections, Catherine a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 2 peines supplémentaires de 30 ans. Le tribunal a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Au tribunal, Catherine McManua est restée immobile alors que le juge prononçait sa peine à perpétuité. Pendant des années, elle a nié toute implication, affirmant qu'elle n'était qu'une intermédiaire et qu'elle n'avait aucune idée de ce que Charlie Adelson planifiait. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Lorsque les mots « prison à vie » ont résonné dans la salle d'audience, Catherine a fermé les yeux, a expiré brusquement et a secoué la tête. Pour la première fois, la réalité de son sort s'était imposée à elle. Plus d'excuses, plus de demandes de clémence. Pas d'issue. Détruit aussi. Les vies des 2 fils de Dan, mes petits-enfants, ont été à jamais bouleversés à cause de ce crime. Pendant ce temps, la famille de Daniel Markel, qui avait attendu 8 longues années pour obtenir justice, s'est embrassée avec soulagement. Leur combat était enfin terminé. Mais la perte de leur fils, frère et père ne serait jamais effacée. Catherine avait joué son rôle dans une exécution de sang-froid, et maintenant elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, payant le prix d'un meurtre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ensuite, nous nous tournons vers le cas de Tia Young, dont les décisions dévastatrices ont ébranlé ceux qui l'entouraient, soulevant des questions sur la confiance, la trahison et les conséquences de la colère incontrôlée. Elle a commencé à ajouter des choses qui n'avaient pas de sens. Quand nous avons parlé avec Tim, c'était la même chose. L'histoire n'était pas la même concernant le moment où ils se sont vus et maintenant il avait fait des choses qu'il avait mentionnées auparavant. Le 6 novembre 2017, George Young a été abattu et tué devant chez lui à Beaufort, en Géorgie. Sa femme, Tia Young, venait de perdre son mari de 22 ans, le père de leurs 3 enfants,
dans ce qui semblait être un acte de violence aléatoire. Tia semblait dévastée, et son appel en larmes pour la justice a été diffusé au public. Elle a même créé un compte GoFundMe pour aider avec les frais funéraires. Des mois après la mort tragique de George Young, la vérité a commencé à se dévoiler de manière inattendue. Au début, le chagrin de Tia Young semblait sincère, alors qu'elle pleurait la perte de son mari. Cependant, à mesure que l'enquête se poursuivait, l'histoire a pris un tournant choquant. La police a rapidement arrêté Tia et son amant Harvey Lee pour le meurtre de George. Il a été révélé que Tia et Harvey avaient une liaison. Et ensemble, ils avaient planifié de tuer George pour toucher sa police d'assurance vie d'$1 million. Il écoute des déclarations de oui-dire. La défense ne retient pas ses coups contre le premier témoin de l'État, l'ancien patron et ami de Young, Rob Strickland. Le gars de confiance. En creusant plus profondément, les détectives ont trouvé de nombreuses incohérences dans les histoires que Tia et Harvey racontaient. Le chagrin initial de Tia et son appel émotionnel à l'aide ont commencé à s'estomper, et son comportement est devenu de plus en plus suspect. De nouvelles preuves ont commencé à émerger, y compris des messages et des relevés téléphoniques montrant la liaison. Il est devenu clair que leurs actions n'étaient pas celles de proches en deuil, mais plutôt de deux personnes impliquées dans un plan calculé pour un gain financier. L'enquête a révélé un réseau de mensonges, avec les actions de Tia et Harvey trahissant la confiance d'une famille, qui croyait en leur amour et leur loyauté. Leur complot, autrefois caché, a été exposé, laissant la communauté incrédule face à la trahison et au chagrin qui ont conduit à la mort de George. Alors que le procès commençait, les preuves contre Tia et Harvey ont commencé à s'accumuler. Le jury a appris qu'après que George a été abattu, Tia a attendu entre 5 et 10 minutes avant que la police n'arrive. Cela seul a suscité des soupçons, car il semblait inhabituel qu'une épouse tarde à demander de l'aide après que son mari ait été abattu. Les enquêteurs ont également découvert que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, et les récits de Tia et Harvey ne concordaient pas. Leurs témoignages comportaient de nombreuses contradictions, ce qui rendait plus difficile pour le tribunal de croire à leur version des faits. Une enquête plus approfondie a révélé des messages textes et des photos dévoilant la liaison entre Tia et Harvey, exposant le secret qu'ils avaient essayé de garder caché. Un de leurs voisins a même vu Harvey manipuler des preuves, rendant évident qu'ils essayaient de dissimuler leurs actions. Le jury a été choqué par l'ampleur de la trahison. Et j'avais l'impression que cela avait à voir avec ça, mais je n'en étais pas sûre. Les détectives étaient stupéfaits. Tia et Harvey n'étaient pas seulement le conjoint en deuil et l'amant compréhensif qu'ils prétendaient être. Ils étaient ceux responsables de la mort de George. La vérité était désormais indéniable. Les personnes qui auraient dû aimer et protéger George étaient celles qui avaient comploté son meurtre pour un gain financier. Tia et Harvey ont tous deux été condamnés pour meurtre. Tia a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle plus 3 ans, tandis que Harvey a reçu une peine sans possibilité de libération conditionnelle. Mais Tia n'éprouve aucun remords pour son acte. L'affaire était un rappel déchirant des extrémités auxquelles certains sont prêts à aller pour de l'argent, et comment la trahison peut venir de ceux qui nous sont les plus proches. Elle passera sa vie en prison. Un jury a reconnu Tia Young coupable de meurtre criminel et d'agression aggravée. Son amant présumé, Harvey Timothy Lee, a été reconnu coupable de malveillance, de meurtre criminel et d'agression aggravée. L'histoire du meurtre de George Young a laissé tout le monde sous le choc. La femme qui pleurait devant la caméra en suppliant de l'aide s'est révélée être derrière la mort de son mari. La trahison, les mensonges et la manipulation ont montré comment une famille peut être déchirée par la cupidité et la tromperie. C'était une affaire tragique et émotive qui a soulevé de nombreuses questions sur la confiance, l'amour et le côté sombre de la nature humaine. Notre prochaine affaire nous amène à Karen Reed, une femme dont la vie a pris un tournant tragique après qu'une dispute ait dégénéré, menant à un événement qui laisserait tout le monde se demander ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique. La Cour suprême du Massachusetts examine les arguments pour savoir s'il faut rejeter les accusations de meurtre contre Karen Reed. Reed est accusée d'avoir percuté son petit ami policier avec son SUV et de l'avoir laissé mourir. Karen Reed est accusée d'avoir tué son petit ami policier, John O'Keefe, dans un incident mystérieux et tragique. O'Keefe, un officier de police de Boston avec une carrière de 16 ans, a été retrouvé mort dans le jardin d'une autre maison d'officier en janvier 2022. Reed, sa petite amie, a clamé son innocence, alléguant que les forces de l'ordre essayent de l'incriminer pour sa mort. L'affaire a pris une tournure inattendue lorsqu'un procès de 9 semaines s'est terminé par un procès nul parce que le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur un verdict. Karen Reed faisait face à des accusations graves, y compris meurtre au second degré, homicide involontaire avec un véhicule à moteur et délit de fuite après un accident mortel. L'accusation était déterminée à réessayer, s'engageant à rejuger Reed pour son rôle dans la mort tragique de son petit ami, l'agent de police de Boston, John O'Keefe. Ils sont arrivés au domicile de la victime. L'accusé avait... Madame, McCabe a regardé ce même feu arrière fissuré.
MS, McCabe a décrit le feu arrière droit côté passager comme fissuré. Cependant, l'équipe de défense de Reed a soutenu qu'elle était accusée injustement. Ils ont affirmé que des agents des forces de l'ordre, dont certains étaient étroitement liés à la victime, étaient impliqués dans un complot pour l'incriminer de sa mort. La défense a dressé le tableau d'une situation compliquée, suggérant qu'il y avait de nombreuses questions sans réponse entourant la mort d'O'Keefe et que les actions de Reed avaient été mal comprises. Pour reporter son nouveau procès pour meurtre à une date ultérieure, Reed est accusé en lien avec la mort de son petit ami, l'agent de police de Boston John O'Keefe. Alors que l'affaire se poursuit, le mystère s'épaissit, avec les deux parties présentant des arguments solides. Reed insiste sur le fait qu'elle est innocente et est déterminée à blanchir son nom, tandis que la famille et les amis d'O'Keefe recherchent la justice. La salle d'audience reste un lieu de tension, alors que tout le monde espère que la vérité finira par éclater et apporter une résolution à cette situation déchirante. La nuit de la mort de John O'Keefe a commencé comme n'importe quelle autre, mais la tension avait augmenté dans sa relation avec Karen Reed. Après une dispute dans un bar, Reed a déposé O'Keefe à une after-party, ignorant que ce serait leur dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, Reed a découvert son corps devant la maison de Brian Albert, un sergent de police à la retraite de Boston. Et je noterai que la caractérisation de cet entretien par le Commonwealth est incorrecte et incomplète. J'ai soumis des rapports supplémentaires de Boston 25. Les enquêteurs ont trouvé des indices reliant le véhicule de Reed à la scène, y compris un feu arrière cassé et des traces de l'ADN d'O'Keefe sur la voiture. Les preuves suggéraient que le SUV de Reed pourrait avoir été impliqué dans l'incident, soulevant des questions sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Cependant, l'équipe de défense de Reed a soutenu que la mort d'O'Keefe pourrait avoir été le résultat d'une altercation violente à l'after-party. Ils ont suggéré que d'autres personnes présentes à la réunion, y compris Albert et sa famille, pourraient avoir joué un rôle. Pendant tout le procès, Karen souriait simplement, comme si elle savait que tout serait en sa faveur. Le juge a refusé la demande de la défense de ramener les jurés au tribunal pour savoir s'ils avaient effectivement rendu des verdicts sur ces deux chefs d'accusation. Et maintenant, la Cour suprême du Massachusetts prendra une décision. La défense a dressé le tableau d'une situation chaotique, où la vérité était floue, et personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Alors que l'enquête se poursuit, la recherche de réponses devient plus compliquée, les deux parties essayant de reconstituer les événements qui ont conduit à ce matin fatidique. Malgré les preuves présentées par l'accusation, la défense de Reed a soutenu que l'enquête était biaisée, notamment en raison des relations étroites entre certaines des figures clés impliquées, y compris les liens d'Albert avec les forces de l'ordre. Ils ont affirmé que Reed avait été injustement ciblé comme suspecte. Le juge a rejeté une demande de rejet des charges et un nouveau procès a été programmé pour le 1er avril. Tout au long du procès, Reed a maintenu son innocence, tandis que la famille et les amis d'O'Keefe cherchaient à obtenir justice pour sa mort. L'affaire a laissé beaucoup de gens se demander si la bonne personne est jugée et si la justice peut vraiment être rendue dans une situation aussi compliquée et émotionnellement chargée. Vous seul déterminez quelles preuves croire. Vous déterminez les faits de cette affaire. Les actions de ces membres de la famille ont brisé des familles et leur effrayant manque de remords au tribunal a horrifié le monde. De la trahison pour de l'argent à des actes de violence impensables, ces affaires montrent à quel point les gens peuvent être cruels et sans cœur. La prochaine vidéo vous plonge plus profondément dans les motifs sinistres et les issues tragiques des tueurs familiaux. Ensuite, nous nous tournons vers l'affaire glaçante de Jennifer Pan, dont le réseau de mensonges et de trahison a conduit à un crime déchirant qui a choqué tous ceux qui l'entouraient. L'histoire d'horreur réelle qui s'est déroulée dans la maison de la famille Pan a brisé la sérénité de leur quartier normalement calme et huppé. Par une froide nuit de novembre 2010, un quartier tranquille de Markham, en Ontario, a été bouleversé par une violente invasion de domicile. Pour Jennifer Pan, cela aurait dû être la nuit la plus terrifiante de sa vie. Des intrus masqués ont fait irruption dans la maison de sa famille, l'ont ligoté et ont abattu ses parents de sang-froid avant de s'enfuir dans l'obscurité. Mais lorsque les enquêteurs ont commencé à démêler le fil des événements, la vérité horrifiante a émergé. Ce n'était pas un acte de violence aléatoire. C'était une attaque méticuleusement planifiée, et le cerveau derrière cela était Jennifer elle-même. Les Pan étaient l'incarnation d'une histoire de réussite d'immigrants. Anh Pan et sa femme, Bic, étaient des boat people vietnamiens qui ont fui pour trouver une vie meilleure. Les parents de Jennifer Pan, Bic A et Han Pan, ont toujours poussé leurs enfants à réussir. En tant qu'immigrants vietnamiens, ils avaient construit une vie au Canada grâce à leur travail acharné et leur détermination, et ils attendaient de la même chose de Jennifer. Ils surveillaient ses notes, choisissaient ses activités extrascolaires et contrôlaient même avec qui elle pouvait être amie. Pour Jennifer, la pression était incessante.
On s'attendait à ce qu'elle devienne une élève modèle, une pianiste de concert et un exemple éclatant de réussite. Et la fille Jennifer était une patineuse artistique de calibre olympique, une pianiste primée et une élève avec des notes parfaites. Il voulait que sa fille devienne médecin, changeant finalement cela pour pharmacienne parce qu'il disait qu'elle n'avait pas l'estomac pour ça. Mais à la fin de son adolescence, les notes de Jennifer commençaient à baisser. Au lieu d'admettre ses difficultés à ses parents, elle a créé un réseau complexe de mensonges. Elle a falsifié des bulletins scolaires, fabriqué des lettres d'acceptation à l'université et même prétendu avoir un emploi dans un hôpital prestigieux. Pour ses parents, Jennifer vivait la vie qu'ils avaient rêvée pour elle. Mais en réalité, elle luttait pour maintenir la façade. Il attribuait beaucoup de son comportement à ce qui est connu dans la culture populaire sous le nom de Tiger Parenting. Le Tiger Parenting est courant dans la culture asiatique. Il est décrit comme un amour dur, disent certains, frôlant la tyrannie. Alors, elle a été prise dans de multiples mensonges. Elle a été découverte vivant avec lui. Elle a été découverte ne pas fréquenter l'université. Elle a finalement été enfermée chez elle. Ses parents l'ont essentiellement mise en quarantaine lorsqu'ils ont compris ce qu'elle faisait. Oui. Le conflit entre Jennifer et ses parents s'est intensifié lorsqu'ils ont découvert qu'elle sortait secrètement avec un homme qu'ils désapprouvaient, Daniel Wong. Ils lui ont interdit de le voir, allant jusqu'à lui confisquer son téléphone et restreindre sa liberté. Enfermée dans un monde de ses propres mensonges et désespérée d'être avec Daniel, Jennifer a pris une décision glaçante. Si ses parents ne la laissaient pas vivre la vie qu'elle voulait, elle s'assurerait qu'ils n'en fassent plus partie. On pouvait voir 3 silhouettes sombres entrer ensemble dans la maison. Que disaient-ils en entrant? Ils ont demandé de l'argent. Au cours de plusieurs mois, Jennifer a commencé à orchestrer un plan avec Daniel et ses amis pour faire tuer ses parents. Dans la nuit du 8 novembre 2010, le plan a été mis en œuvre. Vers 22h, Jennifer a déverrouillé la porte d'entrée de la maison familiale, permettant à 3 hommes masqués d'entrer. Elle a mis en scène la scène pour qu'elle ressemble à un cambriolage, se liant à une rampe avec une écharpe pour donner l'impression qu'elle était une victime. D'accord. Madame. Les hommes sont montés à l'étage, où ils ont trouvé Bick et Anne dans leur chambre. Après avoir saccagé la maison pour des objets de valeur afin de vendre l'illusion d'une effraction, les hommes ont forcé les parents de Jennifer à descendre au sous-sol. Là, Anne a été abattu 2 fois, mais miraculeusement, il a survécu. Bick, cependant, a été abattu et tué. Son corps sans vie laissé sur le sol en béton froid. Quelques instants plus tard, cette vidéo de sécurité granuleuse montre les tueurs s'enfuir. Pour une raison quelconque, ils épargnent la vie de Jennifer et elle compose le 911. Jennifer, faisant toujours semblant d'être une victime, a appelé le 911. Parlant calmement, mais avec juste assez d'émotion pour vendre l'histoire. Elle a dit à l'opérateur qu'il s'agissait d'un cambriolage et comment les hommes l'avaient attachée avant d'attaquer ses parents. Mais des failles dans son histoire ont commencé à apparaître presque immédiatement. Quel est votre nom? Sarah. Vous voulez juste descendre? Oh. Comme Pops? Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis attaché à l'étage. Est-ce que j'ai l'air triste? Je ne pense pas mériter de parler. L'enquête sur l'invasion de domicile de la famille Pan n'a pas mis longtemps à démêler les mensonges de Jennifer. Anne, qui a survécu à l'attaque, a fourni une preuve cruciale. Il se souvenait avoir vu Jennifer parler calmement à l'un des intrus, une interaction qui ne correspondait pas à son histoire de victime impuissante. Quand ils arrivent à la maison, ils trouvent Jennifer attachée, exactement comme elle l'avait décrit. Cela soulève plus d'un sourcil. Elle dit à l'opérateur du 911 qu'elle est attachée à la rampe, mais elle passe aussi l'appel sur son téléphone portable. Les détectives ont également commencé à remarquer des incohérences dans le récit de Jennifer concernant la nuit. Les images de surveillance du quartier ne montraient aucun signe des intrus, et son comportement lors des entretiens avec la police a soulevé des drapeaux rouges. Sous pression, Jennifer a finalement avoué, révélant qu'elle avait été le cerveau derrière l'attaque. Donc, pour 10 000 $, 3 gars viendront, tueront les parents et feront passer ça pour une invasion de domicile. Oui, et c'était l'accord initial. Tout ce que tu as à faire, c'est de me dire que tu étais impliqué, n'est-ce pas? Tu le sais, nous le savons, c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai 100% raison ici. En 2014, Jennifer Pan a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Un juge a ensuite condamné Jennifer et les 3 autres à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Au début, elle n'a eu aucune réaction, mais la nouvelle a pris place. Elle s'est effondrée. Jennifer, Daniel et 2 des tireurs sont condamnés à la réclusion à perpétuité.
Le troisième tireur plaide coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Jennifer reçoit également une interdiction de communication, ce qui signifie qu'elle ne peut plus jamais parler à quiconque de sa famille. La salle d'audience lors du procès de Jennifer Pan était un mélange de choc, de chagrin et de colère. Pampan, encore en convalescence de ses blessures, a témoigné contre sa propre fille, sa voix tremblant alors qu'il racontait la trahison. Amis et famille ont eu du mal à concilier l'image de la fille calme et obéissante qu'ils pensaient connaître avec la réalité glaçante de ses actions. Les procureurs ont décrit Jennifer comme manipulatrice et froide, prête à détruire sa famille pour vivre la vie qu'elle désirait. Mais la défense a soutenu que des années de pression parentale avaient créé un profond sentiment de ressentiment et de désespoir. Pour la famille Pan, cependant, les dégâts étaient irréparables. Bika était parti, et le père, qui avait autrefois aimé Jennifer inconditionnellement, la voyait maintenant comme une étrangère. Les actions de Jennifer ont laissé des cicatrices qui ne guériraient jamais, non seulement sur sa famille, mais sur toute la communauté. Même des années plus tard, l'affaire reste un rappel glaçant de jusqu'où quelqu'un peut aller lorsqu'il est poussé à bout. Le prochain cas nous emmène dans l'Idaho, où l'obsession d'une fille de 16 ans pour son petit ami l'a poussé à commettre un crime. Tellement choquant qu'il a déchiré sa famille. Et elle est sortie en courant en disant « Ils pensent que c'est moi qui l'ai fait ». Une adolescente est jugée pour meurtre tandis que sa famille regarde et se demande. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se passerait après qu'ils aient essayé de mettre fin à la relation. Daniel et Alan ont été assassinés. Aux premières heures du matin du 2 septembre 2003, une maison tranquille à Bellevue, dans l'Idaho, est devenue le théâtre d'un crime impensable. Alan et Daniel John, connus pour leur gentillesse et leurs liens familiaux forts, ont été brutalement assassinés dans leur propre maison. Mais ce n'était pas l'œuvre d'un intrus inconnu. La vérité derrière les meurtres a choqué toute la ville. Ce n'était pas un étranger qui a pris leur vie. C'était leur propre fille de 16 ans, Sarah Markel John. Qu'est-ce qui pourrait pousser une adolescente à commettre un acte aussi horrible? Alors que les enquêteurs creusaient plus profondément dans la vie de Sarah, ils ont découvert une histoire d'amour, de rébellion et de trahison qui a laissé une communauté marquée à jamais. Elle était très vive, très curieuse, très aimante, très loyale. On ne pouvait pas avoir de meilleure amie que Diane. J'ai toujours admiré Alan et je l'ai copié et il a toujours été un gars vraiment génial, honnête et direct. Pour les étrangers, la famille Johnson semblait être l'image de la stabilité. Alan était un gestionnaire de ranch travailleur et Diane était une femme au foyer aimante qui était profondément impliquée dans son église. Mais sous la surface, une tension se préparait. Les parents savent qu'ils doivent s'attendre à des problèmes lorsque leurs enfants deviennent adolescents. Et la fille de 16 ans de Diane et Alan Johnson, Sarah, leur a posé un très gros problème. Un petit ami qu'ils pensaient ne pas être fait pour elle. Au cœur du conflit se trouvait la relation de Sarah avec Bruno Santos, un jeune homme de 19 ans que ses parents désapprouvaient fortement. Alan et Diane croyaient qu'il était une mauvaise influence pour leur fille, non seulement à cause de son âge, mais aussi en raison de son passé troublé. Ils ont interdit à Sarah de le voir, lui ont confisqué son téléphone et l'ont consigné à la maison dans le but de les séparer. Il avait abandonné le lycée et vendait de la drogue. Et elle venait d'une famille vraiment bien. Cela ne semblait tout simplement pas correct. Mais Sarah était profondément éprise de Bruno. Pour elle, leur relation était tout, et les tentatives de ses parents pour y mettre fin ressemblaient à une attaque contre sa liberté. Plus ils essayèrent de la contrôler, plus le ressentiment grandissait. Sarah a commencé à voir ses parents non pas comme des protecteurs, mais comme des obstacles à son bonheur. Je sais qu'elle avait des problèmes avec ma mère. Un jour, tout allait bien, et puis aussi vite qu'on claque des doigts, tout explosait. Il y avait des cris et des hurlements. À l'été 2003, la frustration de Sarah s'était transformée en quelque chose de plus sombre. Elle a commencé à se confier à des amis sur combien elle détestait ses parents, et a même laissé entendre qu'elle voulait qu'ils disparaissent. Au début, ses paroles semblaient être une simple rébellion adolescente, mais c'était bien plus que cela. Sarah n'était pas seulement en colère, elle planifiait. « Je voulais ton anniversaire. » Alan et Diane Johnson ont été brutalement exécutés chez eux. Le matin du 2 septembre 2003, Sarah a mis son plan à exécution. Pendant que ses parents dormaient paisiblement chez eux, Sarah a récupéré le .264 de son père, fusil de calibre, qu'elle avait caché la veille au soir. Vers 6h20 du matin, elle est entrée dans la chambre de ses parents et a tiré sur sa mère, Diane, alors qu'elle était allongée dans son lit. Alan s'est réveillé au bruit du coup de feu, seulement pour être confronté à Sarah dans le couloir. Avant qu'il ne puisse réagir, Sarah a tiré à nouveau, le tuant sur le cou. La maison était étrangement silencieuse alors que Sarah se tenait là, le fusil toujours dans ses mains. Mais au lieu d'appeler à l'aide ou de fuir, elle a commencé calmement à mettre en scène la scène. Elle a traîné le corps de sa mère hors de la chambre et l'a recouvert d'une couverture.
Puis elle a laissé le fusil à l'extérieur près de la maison d'hôte, essayant de faire croire qu'un intrus avait commis le crime. Diane a été abattue à la tête pendant qu'elle dormait. Alan s'est caché dans le coffre pendant qu'il était sous la douche. Leur fille, Sarah, semblant terrifiée, dit qu'elle était seule dans sa chambre quand tout s'est passé. Une fois que tout était en place, Sarah a couru chez un voisin, prétendant être hystérique. Elle leur a dit qu'elle venait de rentrer chez elle pour trouver ses parents assassinés. Les voisins ont immédiatement appelé la police, qui est arrivée sur les lieux en quelques minutes. Paniquée et hystérique, elle s'est enfuie chez un voisin, où ils ont appelé la police. Ils vont au coup de feu, dans la chambre. Au début, l'acte de Sarah semblait convaincant. Elle jouait bien le rôle de la fille en deuil, pleurant et s'accrochant à son histoire d'un intrus mystérieux. Mais à mesure que les enquêteurs examinèrent les preuves, son histoire commençait à s'effondrer. Juste ici, dans la rue. À l'intérieur de cette poubelle, des balles du fusil Winchester, un gant en cuir pour gaucher et un gant en latex pour droitier, tous contenant l'ADN de quelqu'un. Les détectives ont rapidement remarqué des incohérences dans la version des événements de Sarah. Le fusil, qui avait été laissé à l'extérieur, était trop propre pour avoir été manipulé par un intrus paniqué. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et la chronologie fournie par Sarah ne tenait pas la route. En creusant davantage, la police a découvert son mobile. Les parents de Sarah avaient prévu de l'envoyer vivre chez des proches pour l'éloigner de Bruno Santos. Pour Sarah, c'était la trahison ultime, et elle a décidé que la seule façon de rester avec Bruno était d'éliminer les personnes qui se mettaient en travers de son chemin. Qu'est-ce que tu ressentais pour ta sœur qui venait de traverser cela? Si cela s'avérait vrai, si c'est ce qui s'est passé, c'est tout simplement horrible. Ce serait triste d'être dans une maison quand cela s'est produit. Pauvre Sarah. Oui, 16 ans, bien sûr. À ce stade, vous êtes tous en deuil. Confrontée aux preuves, Sarah a finalement avoué. Son procès a commencé en 2005 et les détails du crime ont horrifié la salle d'audience. Les procureurs ont soutenu que les actions de Sarah étaient froides et calculées, tandis que son équipe de défense a affirmé qu'elle avait agi par désespoir et instabilité émotionnelle. Il se passe quelque chose ici. Je veux dire, la plupart des adolescents de 16 ans se cacheraient. Ils ne voudraient pas rester là, sur la clôture, et regarder leurs parents sortir dans des sacs mortuaires. Certainement pas. Après des semaines de témoignages, le jury a déclaré Sarah coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à 2 peines de réclusion sans libération conditionnelle, une sentence qui a suscité un débat sur si un adolescent devrait faire face à une punition aussi sévère. Coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. C'était probablement l'un des moments les plus difficiles. C'était indescriptible. C'est vraiment un chagrin et une douleur. Au début, c'est juste, vous ne pouvez pas y croire. C'est quelque chose qui est tellement... Votre sœur a dit qu'elle détestait votre mère. Constamment. Vous avez témoigné que Sarah détestait votre mère, qu'elle l'a réellement dit. Oui, plusieurs fois, oui. Vous l'avez entendu dire ça? L'impact émotionnel du crime de Sarah était incommensurable. La famille et les amis d'Alan et Diane ont rempli la salle d'audience, leur chagrin visible alors qu'ils écoutèrent les détails des meurtres. Beaucoup décrivirent Sarah comme une fille douce et attentionnée, avant qu'elle ne rencontre Bruno Santos, peinant à comprendre comment elle avait pu commettre un acte aussi horrible. Dans l'esprit coupable. Tandis que ses proches angoissés regardaient, les procureurs ont présenté des détails sinistres du meurtre et des preuves. Sarah pleurait et son équipe de défense lui avait probablement dit d'espérer le meilleur, mais de s'attendre au pire, et je pense que c'est ce qu'elle faisait. Sarah elle-même montrait peu d'émotion pendant le procès, son visage restant calme, même alors que son sort était scellé. Mais pour les habitants de Bellevue, le crime a laissé une cicatrice profonde. Les Johnson avaient été des piliers de leur petite communauté, et leur perte a été ressentie par tous ceux qui les connaissaient. À ce jour, l'affaire de Sarah reste l'un des exemples les plus choquants d'un enfant se retournant contre ses propres parents. C'est un rappel glaçant de la façon dont l'amour, l'obsession et la rébellion peuvent se combiner pour créer des conséquences dévastatrices. Ces femmes meurtrières pensaient à pouvoir mentir, manipuler et même tuer sans en subir les conséquences. Mais à la fin, la justice les a rattrapées. Leur réaction choquante au tribunal prouve que le mal ne reste jamais impuni. Mais ces affaires ne sont que le début. La prochaine vidéo à l'écran révèle des crimes encore plus glaçants. Des crimes qui vous laisseront sans voix. Continuez à regarder.